Maintenant, mesdames et messieurs, voici notre prochain conférencier, M. Richard Bégin, dont la conférence s'intitule « Le domaine des pairs de Sainte-Croix à Lac-Simon ». Après des études supérieures en histoire, sciences politiques et administration des affaires à l'Université de Montréal et à l'Université d'Ottawa, Richard Bégin a fait carrière au gouvernement fédéral, notamment comme cadre dans le domaine des communications, du marketing, en majeure partie aux Archives publiques du Canada, aux affaires étrangères et au bureau du Conseil privé. C'est bien ça? Bien. Il a été également actif dans une grande variété d'organismes communautaires, économiques, culturels et patrimoniaux et a été président de plusieurs d'entre eux. Son bénévolat lui a valu notamment l'Ordre de Gatineau et le prix national Dollard-Morin. Il a été conseiller municipal de Gatineau de 2013 à 2017. Richard Bégin a par ailleurs publié un certain nombre de livres et plusieurs articles au sujet du patrimoine local. Il a aussi offert un grand nombre de conférences et de visites guidées. Monsieur Bégin, je vous invite à prendre la parole. Merci beaucoup. Merci d'abord de m'avoir invité. Je dirais que Manon Leroux a été particulièrement persistante. Je vous dois d'être ici. En fait, pour plusieurs d'entre vous, ça doit être un peu surprenant que je vienne vous parler de ce dossier-là, du domaine des pairs du Lac-Simon, parce que en général, mon nom est plutôt associé au dossier d'Aylmer ou de la région immédiate de Gatineau. Mais je vais vous révéler quelque chose, j'ai une double identité ou une double nationalité. En fait, j'ai un pied à terre dans la petite nation depuis même avant de m'être installé à Aylmer. C'est que j'avais cru que l'autoroute 50 arriverait beaucoup plus tôt. Et comme je travaillais à Ottawa, ben finalement, je me suis résolu à m'installer plus près de mon travail. Je dois vous dire au préalable que je me considère pas comme le spécialiste du sujet. La vraie spécialiste, c'est Chantal Crête, qui est conseillère municipale à Lac-Simon. Et je dirais qu'une deuxième spécialiste qui a travaillé beaucoup sur ce dossier-là, c'est Marie-France Bertrand, dont vous avez entendu le nom à quelques reprises, qui est l'agente culturelle qui, au début de cette histoire-là, était agente culturelle pour le CLD, puis maintenant est à la MRC Papineau. Cela dit, j'ai quand même été pas mal impliqué dans le dossier. J'ai même écrit un article à ce sujet-là en 2013. Bon. Alors, je vais vous permettre d'admirer cette illustration-là. Elle est un peu unique parce que c'est la seule que j'ai pu trouver qui montre vraiment ce que je vais vous expliquer dans quelques minutes, qui le montre à partir du lac. C'est extrêmement important à cause de ce qui est derrière l'architecture de ce bâtiment-là et de l'autre bâtiment, parce qu'il y a deux bâtiments. Elle a été prise par la Fondation Héritage Canada, où j'ai été gouverneur représentant le Québec pendant ces années-là, justement. Et la raison pourquoi ça s'est retrouvé sur le site de la Fondation Héritage Canada, c'est que c'était considéré comme un des 10 sites les plus menacés au Canada, probablement en 2013 ou entre 2012-2013, dans les années où la dure bataille, le plus dur de la bataille s'est livré. J'aimerais vous dire que la bataille est finie, mais c'est un peu comme l'histoire de l'Ukraine. On ne sait pas trop comment ça va se terminer, mais ça augure mal. Bon, toujours est-il que ce qui doit vous frapper dans cette illustration-là, c'est que si vous avez un peu d'imagination, ça ressemble un peu à un paquebot. Et vous allez voir sur les illustrations suivantes que c'était vraiment voulu. Ah, voilà. Alors ça, c'est j'ai ramené quelques photos. Évidemment, il y a plein de photos qu'on peut trouver sur Internet et ailleurs. Et moi, j'avais la chance d'avoir un contact étroit avec des gens. D'abord, j'ai été sur les lieux, mais un contact étroit avec Chantal Crête et Marie-France Bertrand et quelques autres. Alors, ce que je vous ai montré dans la première image, c'est un peu la poupe du bateau. L'idée architecturale derrière ce bâtiment-là, c'était de
reproduire, d'une certaine manière, les paquebots qui sillonnaient le Saint-Laurent à l'époque. À l'époque, ça veut dire que ça a été construit originellement en 1933. Et alors, comme la photo de gauche, vous voyez un peu l'avant du paquebot. La photo en bas aussi, c'est aussi sur le devant. Là. Si vous avez vu le film de Titanic, vous devez vous rappeler un peu une scène en particulier. Et ce qui est en vert, c'est l'aile qui suit à l'arrière. À l'origine, ça s'appelait le domaine Notre-Dame de Bel-Air, et ça, c'est le bâtiment principal. Et pour reprendre le thème de la thématique du bateau, ça, c'est un croquis qui a été fait à l'origine par le prêtre, pas par l'architecte, un père de Sainte-Croix. Vous savez que les pères de Sainte-Croix, c'est les pères qui ont géré l'oratoire Saint-Joseph, etc., puis qui ont subi une poursuite monumentale il y a quelques années. Et je dis ça un peu comme arrière-plan parce que ça peut expliquer aussi pourquoi ils en sont venus à vouloir vendre le site. Alors, on peut remarquer, comme si je l'ai écrit dans le texte, que sous ce croquis-là, il y avait déjà une vraie vigie sur le toit. Et puis, mais c'est resté là juste 10 à 15 ans. Puis, on la retrouve sur les photos anciennes. Et là, maintenant, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Vous avez la chapelle principale qui est à gauche. Et évidemment, c'était un petit peu sombre à l'intérieur. Alors, j'espère que vous voyez quand même suffisamment. Tout est en bois. Ça a été construit par les gens de la place avec, comme diraient les cyniques, avec du beau bois d'arbre. Et alors, vous avez la chapelle, vous avez, je pense, il y a une cinquantaine de chambres dans ce paquebot-là. Et vous avez une illustration d'une des chambres. Et vous avez le corridor. Enfin, vous avez diverses pièces là, qui vous donnent une idée un peu de l'atmosphère intérieure. C'est une visite rapide, évidemment. Ce n'est pas la même chose que de se promener sur les lieux, comme j'ai eu la chance de le faire. Mais quand même, je voulais que vous imbibiez de l'atmosphère unique qu'il y a dans ce bâtiment-là. En fait, je devrais dire dans ces bâtiments-là, à cause justement de l'utilisation du bois partout. Et là, vous avez le bâtiment secondaire qui abrite le réfectoire, la bibliothèque, enfin, qui abritait, je devrais dire, le réfectoire, la bibliothèque, et qui avait aussi quelques chambres additionnelles. Alors, vous avez trois prises de vue et vous remarquez un peu la tour qui est toujours dans la thématique marine, qui est un peu le phare sur le terrain. Et pour vous donner un peu une idée de l'intérieur, vous avez justement la cafétéria ou le réfectoire à droite, la bibliothèque, qui était encore là quand je suis passé en 2012. Et un vitrail remarquable avec une rosace là, qui est... Donc, ce n'était pas un bâtiment c'était pas des bâtiments insignifiants. Et je vous parlais tantôt des essences du bois. Alors, vous avez sur cette illustration-là, ça dit qu'on a utilisé 28 essences d'arbres pour construire ces bâtiments-là. Alors, c'est pas rien. Vous avez la liste des arbres qui étaient sur le terrain, des arbres dont il reste encore évidemment des vestiges intéressants. Et je vais terminer le tour d'horizon rapide du site avec la dernière illustration qui montre un sentier bordé de chemins de croix et chemins de croix et croix de chemin, et qui s'étend évidemment sur une bonne distance. Et vous pouvez voir la taille des arbres, vous pouvez voir l'environnement qui est extraordinaire et qui était extraordinaire.
Ce qui est important de noter, c'est que ça n'a pas été construit à la légère. Comme je l'ai dit, ça date de 1933. On va remonter un petit peu avant. Cette région-là, le lac Simon, ça a été originellement développé par une famille qui s'appelait Groux, qui est une famille protestante qui, à un moment donné, a cédé une partie de son terrain sur le bord de l'eau aux Pères de Sainte-Croix pour qu'ils construisent leur résidence estivale pour des retraites, pour des activités de ce genre-là. Un centre de repos pour les Pères de Sainte-Croix, mais aussi pour accueillir des retraites. D'ailleurs, mon père m'a raconté qu'il était allé à quelques reprises lui-même pour des retraites. Ça a été construit ou conçu architecturalement par un architecte du nom de Lucien Ovide Parent, qui est peut-être pas aussi connu que d'autres, mais qui a quand même construit un bon nombre d'églises et d'édifices religieux à travers le Québec et qui a participé à la construction de l'oratoire Saint-Joseph. C'est un terrain de 48 acres. Je ne sais pas si vous vous représentez ce que c'est, 48 acres, là, mais dans un acre, on met plus ou moins 8 à 8,5 terrains en ville. Un terrain en ville, je vais vous le donner en pieds, là, je m'excuse, je ne suis pas capable de faire mentalement la conversion. C'est à peu près 50 pieds par 100 pieds. Pas à Hall parce que c'est plus petit, mais en général, c'est 50 pieds par 100 pieds. Alors, dans un acre, vous pouvez faire au moins 8 terrains. Dans 48 acres, ben, vous pouvez en faire, je pense que j'avais calculé ça ce matin, quelque chose comme 450, je pense. Donc, c'est pas rien, c'est une immense surface. Et de ces 48 acres-là, il y en a 30, je vais vous en parler un petit peu tantôt, là, qui sont considérés qui ont été considérés après une analyse scientifique comme des terrains humides qu'il faudrait protéger. Alors, sur le site, comme je l'ai dit, il y a 2 bâtiments. Il y a le sentier pédestre, il y a 2 croix de chemin, et puis il y a le cimetière privé des Groux. En 2010, c'est là qu'on commence l'histoire. Je vais donner un peu un guide, là. En 2010, suite à une commande faite par la Conférence régionale des élus de l'Outaouais et le ministère de la Culture et des Communications, le site a été mentionné dans l'inventaire du patrimoine bâti de l'Outaouais et on lui attribuait la cote suivante, valeur patrimoniale supérieure. Ça, c'est très encourageant. La même année, comme je l'ai dit, une firme de consultants spécialisée en environnement qui s'appelait le groupe Hémisphère conclut à la présence de milieux humides importants sur le site, 30 acres sur 48. C'est pas rien. 2011, là, la MRC de Papineau adoptait une nouvelle politique culturelle et dans le cadre de cet exercice-là, elle recommande à la municipalité de Lac-Simon d'adopter un règlement de patrimoine pour constituer un site du patrimoine afin de préserver ce domaine-là. Déjà. 2012, on commence à y avoir des rumeurs à l'effet qu'il y a des promoteurs, d'abord que les Pères de Sainte-Croix veulent se départir de la propriété, et deuxièmement, il y a une corporation qui surgit, qui s'appelle la Société Conseil AVD, qui arrive avec un méga projet de condominium, morcellement des 48 acres, etc., etc. Et c'est dans ce contexte-là que une citoyenne, Jean Talcrête, dont je vous ai parlé tantôt, approche la municipalité pour exercer des pressions pour faire citer le site. Devant l'indifférence initiale, la municipalité lance une pétition qui, en moins d'une journée, récolte 100 signatures et plus de 2500. En septembre et octobre, le conseiller municipal Paul Malouf soumet une demande de classement à la sous-ministre. Puis, il y a une autre personne qui a soumis. En fait, il va y avoir 4 demandes soumises au ministère de la Culture pour classer le site au niveau provincial. Ça va être rejeté du revers de la main à chaque reprise. Finalement, à cause de la pression, la municipalité organise une rencontre entre les Pères de Sainte-Croix et le promoteur. Et là, ça commence à déraper.
Les Pères de Sainte-Croix disent qu'ils sont prêts à vendre le site pour 2 millions. Chantal Crête et plusieurs citoyens disent, nous, on va créer une coopérative, on va vous l'offrir, le 2 millions. Ils font l'offre quelques mois après. Et là, ils apprennent, les Pères de Sainte-Croix, que ce n'est pas à vendre. Et ultimement, la propriété a abouti dans les mains de promoteurs. Et depuis ce temps-là, nous, on a appuyé. Moi, je fais aussi partie de la table régionale sur le patrimoine religieux de l'Outaouais et je suis sur le conseil d'administration du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Et j'étais à l'époque président de la Fédération Histoire Québec. Et on a vraiment essayé d'appuyer la démarche qui venait de la population locale. Pour une fois que la population locale s'intéresse au patrimoine bâti, on s'est rendu sur les lieux, comme je vous ai dit, c'était le 15 octobre. Et le 8 décembre, on a commencé à gagner des points, consultation publique pour le règlement sur le patrimoine. Mais le 7 janvier, à partir du 7 janvier, là, ça commence à décliner. D'abord, le rejet des demandes de classement. Le 7 mars, la congrégation dit « Ah, c'est plus à vendre pour 2 millions ». Puis, en plus de ça, comme la municipalité de Lac-Simon avait adopté un nouveau plan d'urbanisme, puis il y avait il y avait inclus une clause qui disait que la présence des lieux humides pouvait être théoriquement consultée selon l'article, théoriquement contestée, pardon. Alors, évidemment, les Pères de Sainte-Croix sont prévalus de cette clause-là, que la congrégation entend se prévaloir de la clause 236 mentionnée plus haut afin de contester la présence de milieux humides. Et évidemment, fin de juin, apparition des rubans oranges, juin, juillet, d'autres tentatives pour le classement. À l'échelle du Québec, à un moment donné, on a envoyé une lettre qui était signée par Marcel Génius, l'ancien président de la Commission des biens culturels du Québec, Chantal Crête, moi-même comme président de la Fédération Histoire Québec et Phyllis Lambert, que certains d'entre vous devaient connaître. Puis il y avait une cinquantaine d'autres signatures d'organismes à travers le Québec. Rien à faire. On n'a jamais réussi à pousser le dossier plus loin. La réponse du ministère de la Culture, c'est que il y en a plein de sites comme ça au Québec. Malheureusement, il n'y avait pas eu d'études de fait, mais que celui-là, il n'était pas plus particulier. Parallèlement à ça, évidemment, ils ont réalisé leur erreur. Il n'y avait jamais eu d'inventaire de fait des résidences d'été des communautés religieuses. Alors, ils ont donné un contrat à une firme qui a effectivement entrepris de faire une telle recherche. Je le sais parce que à titre de président de la Fédération Histoire Québec, j'ai reçu un courriel qui nous avisait qu'ils travaillaient là-dessus. Et pour terminer, j'ai essayé depuis novembre de savoir où en était cette étude-là, par diverses voies, pas juste moi personnellement, par diverses voies. Et chaque fois qu'on a essayé, il n'y a même pas de réponse, même pas d'accusé de réception. Alors, il semblerait, d'après une source bien informée mais officieuse, qu'effectivement, l'étude a été complétée, mais que le ministère de la Culture ne voudrait pas la sortir à cause du dossier de Lac-Simon, parce que les choses se sont tellement envenimées en cours de route que présentement, Chantal Crête, et c'est pour ça qu'elle ne peut pas être ici aujourd'hui, et un des ex-employés de Lac-Simon sont poursuivis pour 2 millions de dollars parce que selon les promoteurs, ils ont nui à la cause des entrepreneurs. C'est un exemple malheureux, puis je vais terminer là-dessus. J'aurais probablement beaucoup d'autres choses à dire. Je vous invite, si vous le voulez, à aller chercher mon article qui est gratuit maintenant en dessous de érudit.org, la Fédération, enfin, dans le magazine Histoire Québec. Et malheureusement, je l'ai écrit en octobre 2013, ça fait que vous n'avez pas vraiment la fin de l'histoire. Le bon côté des choses, c'est que après les élections de 2013 ont été abominables, mais en 2017, l'ancien directeur général qui était devenu maire a perdu son poste. Il y a eu un renouvellement au sein du conseil municipal, dont fait partie maintenant Chantal Crête. Et là, on est comme dans le statu quo. Évidemment, les promoteurs ont changé de nom, compagnie de numéro, etc. Les promoteurs prétendent qu'ils veulent faire quelque chose, mais pour le moment, ils laissent les édifices se délabrer. Et si vous avez un peu d'expérience dans le domaine du patrimoine bâti, vous savez ce que ça veut dire. Laisser
des édifices inoccupés pendant longtemps, surtout en bois. Je vous laisse imaginer comment va être la fin s'il n'y a pas de décision qui est prise. Et les arguments du ministère de la Culture, ou enfin des ministres de la Culture successifs, là, parce qu'il y en a eu plusieurs, Makakoto, Hélène David, etc., quant à moi, tiennent pas la route parce que c'est vraiment unique. Et c'est pas parce que les Pères de Sainte-Croix sont surtout connus à Montréal que ce qu'ils ont fait à Lac-Simon ne mérite pas considération. Alors. Merci. Merci infiniment. On a du temps pour vos questions et je crois qu'on a une question qui vient de l'Internet. Oui, donc c'est une précision de Marie-France Bertrand. Le site a été cité par la municipalité en vertu de la loi sur le patrimoine culturel en 2013. Oui. Oui, je m'excuse, j'ai été obligé de raccourcir. Là. Je ne sais pas si je l'ai écrit dans ma liste, là, mais effectivement, il a été cité. En fait, il y a eu une consultation publique en décembre 2012 à laquelle j'étais avec d'autres partenaires. En janvier, ils ont passé la résolution et c'est entré en vigueur en juillet 2013. Mais vous savez, une protection, une citation au niveau municipal, c'est bien, mais ça peut être inversé n'importe quand. Et connaissez-vous beaucoup de municipalités qui sont intervenues dans des dossiers de négligence face à des bâtiments patrimoniaux? Ceux qui ont suivi un peu les nouvelles récemment doivent être au courant du 485 chemin d'Elmer, une histoire qui date de 2007. Et négligence, je ne dirais pas criminelle parce que ça serait trop dangereux, mais négligence volontaire, disons, du promoteur. Et il y a 2 semaines, comme l'édifice ne s'écroulait pas tout seul, il y a eu un autre accident de parcours, un incendie. C'est généralement le scénario. Des fois, ça dure plus ou moins longtemps. Alors là, ça fait déjà, cette histoire-là a commencé en 2012. Et là, on est rendu en 2022. Ça fait 10 ans. Oui. Pardon? Ah oui, je sais. C'est pour ça que je prends bien garde à ce que je dis. Prochaine question. Ce que je constate, M. Bégin, c'est que votre cas est tout simplement la pointe de l'iceberg par rapport à tout ce qui se passe un peu partout. On n'a seulement qu'à regarder dans notre région. Lorsque j'étais maire, par exemple, j'avais voulu que l'évêché ne vende pas le centre diocésain. Ensuite, il y a eu la cathédrale lorsqu'elle a brûlé par rapport à l'assurance. Et les institutions religieuses ont vécu de l'argent des citoyens et des citoyennes. Et par rapport à la remise ou à la ristourne, dans bien des cas, c'est très défaillant. Est-ce qu'il ne faudrait pas que l'ensemble, par exemple, des gens dans un groupe comme celui-ci, on puisse obtenir une législation qui protégerait les patrimoines, surtout sur le côté qui sont et où les citoyens et citoyennes ont contribué à les réactions. Les Pères Sainte-Croix, il y en a toute une série à travers le Québec. Mais j'ai peut-être 2 volets là, pour la réponse. Là. C'est sûr que ça serait bien. Il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus avancés que nous à cet égard-là, notamment en France. La France, l'État ultra-laïque par excellence, qui se préoccupe beaucoup plus de ses églises, de ses cathédrales. Cela dit, on a quand même au Québec, au début ça s'appelait la Fondation, mais on a quand même le Conseil du patrimoine religieux du Québec. Je siège sur le conseil d'administration de cet organisme-là depuis 10 ans. Et on nous donne, disons, en moyenne 15 millions par année depuis 1995. En fait, ça a varié. Il y a des années, ça a baissé, mais de ce temps-ci, c'est des bonnes années, là, 15, puis avec un supplément de 5 millions, pour aider à sauvegarder les églises, leur trouver une nouvelle vocation, les restaurer. Et les paroisses qui sont prêtes, les paroisses toujours actives, qui sont prêtes à s'impliquer, bon, ils doivent ramasser un certain pourcentage, là, disons entre 20 et 30 %. Et puis là, on peut aller de l'avant. On peut sauver momentanément ces églises-là. Alors, au niveau, je pense que, puis c'est cher, hein? Juste réparer un toit, je pense que l'église Saint-Grégoire de Nazianze à Buckingham, je pense que c'était près d'1 million pour réparer le toit.
Alors, on ne va pas très loin avec 15 millions. Est-ce que l'argument, évidemment, qu'on nous sert toujours pour le patrimoine, c'est que ça coûte cher. Mais c'est sûr que ça coûte cher, puis ça va coûter de plus en plus cher parce qu'évidemment, les édifices se dégénèrent davantage. Donc, moins il y a d'entretien. Faites la même chose sur votre maison, puis ça va vous coûter de plus en plus cher à faire réparer. Puis là, on tombe dans un contexte qui est encore pire parce qu'il y a une inflation épouvantable et une pénurie de main-d'œuvre. Maintenant, au niveau de la loi sur le patrimoine culturel du Québec, c'est sûr qu'elle est défaillante. En 2008 et en 2010, comme président de la Fédération Histoire Québec, avant que cette nouvelle loi soit adoptée, nous, on s'était opposés. Je suis allé en commission parlementaire, puis on a dit c'est pas une bonne idée, cette nouvelle loi-là. Oui, elle élargit les horizons. On n'a rien contre le patrimoine virtuel ou le mot m'échappe, là, mais en tout cas. Oui, c'est ça. Ça, c'est très bien. Mais une délégation accrue aux municipalités, ce n'est pas une bonne idée parce que l'histoire démontre que dans une municipalité, et les fonctionnaires et les élus sont beaucoup trop près des promoteurs pour être capables de les arrêter, puis ils n'oseront pas le faire. Puis en plus de ça, les municipalités dépendent beaucoup des taxes. Alors, dans le cas précis dont je viens de parler, c'est sûr que, je ne sais pas trop, 200 condos sur le bord de l'eau, ça va rapporter plus de taxes que le domaine des Pères de Sainte-Croix. Alors, c'est toujours à ça qu'on est confronté. Alors, et puis, pour rendre les choses encore plus compliquées, même quand un édifice est cité, c'est extrêmement compliqué de poursuivre. Selon la loi, une municipalité peut donner une amende. Bon, mais des amendes qui sont relativement insignifiantes, là, parce que, mettons que vous prenez un gros entrepreneur, un méga entrepreneur, là, qui vaut 1 milliard ou 2 ou davantage, et puis que vous lui dites, bien, la sanction maximale, ça va être, la sanction, ça va être entre 60 000 et 1,2 milliard. Pensez-vous que ça va arrêter un promoteur qui veut construire une tour à condo juste avec 2 ou 3 condos? Il rentre dans son argent. Ça fait que ça ne peut pas l'arrêter. Donc, les municipalités ne s'embarquent pas là-dedans. Et en plus de ça, quand ça s'en va en cours, ça prend du temps. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Puis souvent, les municipalités sont déboutées en cours sur des technicalités. C'est tout le problème qu'on a. Dans ma dernière année comme président de la Fédération Histoire Québec, on a eu beaucoup de réunions avec le ministère de la Culture et avec la ministre de la Culture. Puis on lui a dit qu'il faut la modifier, cette loi-là, qui a été adoptée en 2011 puis entrée en vigueur en 2012. Mais puis on avait formé une grosse coalition, là. On avait la Fédération Histoire Québec, Action Patrimoine, Héritage Montréal, des personnalités fortes comme Serge Voyal, Phyllis Lambert, etc. Puis ça fait des années qu'on est là-dedans. Ça fait qu'on n'est pas des deux de pique, on sait de quoi on parle. Mais la ministre a dit, non, on va faire des inventaires, on va donner de l'argent aux municipalités pour faire des inventaires. Les inventaires, ça ne donne rien. On en a des inventaires depuis 2008-2010, mais s'il n'y a pas d'action concrète qui est prise lorsqu'un édifice est menacé, ben, on perd notre temps. C'est toute la vision globale que le Québec a face à son patrimoine qu'il faut revoir. Puis je ne veux pas blâmer de municipalités en particulier. C'est très, très lourd pour une municipalité. Merci, je m'excuse.